Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc moi, je suis François Baume, je suis un des vice-présidents de l'AMRAE. Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'est l'AMRAE pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas. Et je suis du coup aussi vice-président en charge des risques, des assurances, de la gestion de crise et de la sûreté du groupe Sonepar, qui est un groupe familial, enfin un groupe français, familial, privé, non coté, actif dans la distribution de matériel électrique aux professionnels, et qui réalise 26 milliards de chiffre d'affaires, et que vous connaissiez probablement pas parce qu'il a une notoriété assez faible auprès de la femme et de l'homme de la rue, parce qu'on ne peut pas acheter directement chez nous. C'est l'électricien qui refait votre cuisine qui vient acheter les équipements chez nous, ou le constructeur qui construit et qui équipe ces bâtiments-là. Donc j'ai prévu une petite présentation pour fixer un peu les choses, et puis après, moi je suis là. Vous êtes là, j'imagine que vous avez des questions, c'est plus sympa d'avoir un échange. Donc je vous propose qu'après la présentation, on ait une séance de discussion sur ces sujets-là. Alors je connais rien aux cosmétiques, donc on ne pourra pas forcément parler de tout ça, mais j'ai quelques petites idées pour partager sur d'autres secteurs. Alors du coup, quelques éléments sur l'AMRAE pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc on est l'association pour le management des risques et assurances de l'entreprise. C'est une assez vieille association. L'année prochaine, chaque année on fait un congrès annuel, et l'année prochaine ce sera le 30e congrès. Alors l'association AMRAE, sous ce vocable-là, existe depuis un petit peu moins longtemps, mais c'est la fusion de plusieurs associations. Mais voilà, on est une ancienne association, même si la notion de risk management n'est pas si vieille que ça. Cet asso rassemble différents acteurs de la gestion des risques en entreprise et surtout de la maîtrise du risque en entreprise. Le risk management, donc des gens comme moi, des gens en charge du contrôle interne, de l'audit interne, de la conformité aussi, on ne l'a pas mis sur le slide, mais la conformité ou la compliance monte pas mal en puissance ces dernières années, des assurances et du juridique. On est organisé avec des comités scientifiques, on produit pas mal d'informations. Alors une partie de l'information est réservée aux membres, une partie est publique. On s'ouvre un petit peu plus ces dernières années au public pour justement aussi évangéliser un peu sur les sujets de risk management. Et donc on a un congrès chaque année, début février, qui réunit tout l'écosystème de la profession. Donc certaines et certains d'entre vous viennent à ce congrès. Cette année, il s'est tenu à Deauville, on était 2400, un peu moins que d'habitude. D'habitude, on est aux alentours de 3000. Risk manager, assureurs, courtiers, réassureurs, actuaires, experts, avocats, éditeurs de logiciels de systèmes d'information de gestion de risque. Tout cet écosystème se retrouve pour discuter. On est fort de 1700 membres, à peu près 700 risk managers et 1000 membres professions, on va dire, associés, qui viennent de à peu près 800 organisations de par le monde. En France, pas de par le monde, justement. Donc on est l'association française, on fait partie d'un réseau, d'une fédération européenne qui regroupe les associations nationales équivalentes, qui s'appelle FERMA, qui elle-même fait partie d'un réseau plus large, qui s'appelle IFRIMA, qui regroupe les associations régionales au niveau mondial. Donc il y a une association équivalente en Asie, aux États-Unis, etc. Et on échange entre nous. On a donc deux grandes activités, notre congrès, les rencontres, et puis une activité de formation aussi. On a un organisme de formation qui délivre un certain nombre de formations, certaines certifiantes, certaines pas certifiantes au sens propre, mais qui délivrent quand même un certain niveau, avec chaque année un certain nombre de formations. Donc si ça vous intéresse, on pourra en discuter un petit peu après. Donc voilà pour l'association. Donc dans cette association, il y a un certain nombre de membres, dont moi, qui sont assez investis. C'est une association assez dynamique. Et qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on travaille sur ce qui fait notre quotidien. Notre quotidien, c'est la mise en œuvre, le déploiement d'une démarche de gestion des risques dans l'entreprise. Donc qu'est-ce que c'est une démarche de gestion des risques dans l'entreprise? J'ai essayé de résumer tout ça. Alors c'est résumé, donc il y a probablement des morceaux qui manquent. Tout commence finalement par une phase d'identification. On ne peut bien traiter quelque chose que si on l'a compris. Donc, avant toute chose, il faut comprendre, il faut faire ce qu'on appelle un diagnostic des risques. Donc on déploie une approche basée sur les risques, on se pose des questions, on essaye d'avoir le moins d'a priori possible pour identifier les risques liés à une activité, un projet, une opération d'acquisition, de cession, la construction d'une nouvelle usine, d'un nouvel entrepôt, le lancement d'une nouvelle activité, peu importe.
chaque projet va comporter des risques. Et cette approche basée sur les risques va nous permettre d'évaluer les risques du projet, d'évaluer les risques d'une activité au sens plus large. Et là, on parle de cartographie des risques. Donc la cartographie des risques, on va mener à bien cet exercice-là en allant chercher l'information sur les risques auprès des personnes qui savent, donc des gens qui sont en charge de la gestion des différents processus, des différents métiers de l'entreprise. Donc le risk manager, ce n'est pas quelqu'un qui est omniscient, hein, c'est quelqu'un qui va déployer une démarche assez facile d'appréhension et qui va s'interfacer avec les autres composantes de l'entreprise pour garantir in fine que tout le monde dans l'entreprise, peu ou prou, a compris cette démarche et l'adopte dans ses pratiques quotidiennes. Donc on travaille sur la culture du risque et on met à disposition du coup des principes, des méthodes, des guides, des outils pour faire émerger des préoccupations et fournir des outils et des moyens pour que les gens puissent appréhender ça et montrer que leur montrer que c'est à leur portée. Donc le premier pilier de la démarche, c'est vraiment le diagnostic et poser ce diagnostic, quel que soit le mot avec lequel on l'habille, cartographie des risques, analyse des risques ou autre, c'est bien le principe fondamental. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attacher à réduire les risques. Alors, on va d'abord évaluer le niveau de maîtrise actuel de ces risques-là, parce qu'on est une entreprise qui a une certaine durée d'existence, on a développé des principes, des modalités de contrôle interne, des processus de fonctionnement. Donc on a déjà un niveau de maîtrise du risque inhérent qui peut être assez élevé. Donc on fait cette évaluation-là, et ensuite on va agir sur ce qui peut être optimisé ou réduit encore plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des actions de prévention, on va agir sur la fréquence, ou alors on va pouvoir agir sur l'impact. Donc ces modalités-là, soit elles sont mises en œuvre et elles sont définies et mises en œuvre par les équipes en charge du risk management, soit c'est les équipes opérationnelles qui vont les évaluer et les mettre en œuvre. Ensuite, et c'est seulement ensuite finalement qu'on va s'intéresser au financement du risque. Donc si on a mis en place toutes ces activités-là, on va avoir à gérer au quotidien un niveau de risque bien moins élevé que le niveau de risque avant mise en place de toutes ces mesures. Et c'est là que le sujet du financement du risque va se poser. Si jamais ce risque, qui est une probabilité, se réalise, se concrétise, mon usine brûle, il y a un accident X ou Y, il y a une telle ou telle inondation, ça va forcément avoir des conséquences sur mon activité, des conséquences sur mes actifs matériels, sur mes employés, sur les actifs immatériels de l'entreprise, et tout ça va avoir un coût. Donc comment je vais le financer? Et là, on a deux modalités de financement. Donc je ne vous apprends rien. La rétention, je finance tout seul, avec différentes sous-modalités qu'on pourra évoquer après. Et l'assurance, le transfert, je fais un partenariat avec un assureur, un ou plusieurs assureurs, pour externaliser une partie du financement de mon risque. Et du coup, vu d'une entreprise, le transfert assurantiel ne peut fonctionner que si on a déjà fait tout le début, si on a compris son risque, qu'on a travaillé sur les modalités de réduction de ce risque-là. C'est vrai depuis que l'assurance existe, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui dans des contextes de marché difficiles. Donc si vous n'avez pas fait ce travail amont, le transfert, et sur certaines branches d'assurance, notamment par exemple le cyber ou des branches qui sont assez sinistrées, aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable, en tant qu'assuré ou chercheur d'assurance, quelque part, de montrer au marché que vous avez mis en œuvre cette démarche analytique, d'analyse sur la base de ce diagnostic, vous avez pris des actions, ces actions, vous les suivez dans le temps et vous avez un processus d'amélioration continue qui vous conduit à chercher à transférer à l'assureur un portefeuille de risque déjà travaillé. Parfois, vous n'allez pas du tout trouver l'assurance ou à des conditions extrêmement chères en termes de tarifs et plus limitées en termes de garantie. Donc ça, c'est la troisième étape. Et ensuite, une fois que tout ça est mis en place, on a un système qui commence à fonctionner et on doit s'intéresser au suivi et à l'audit de la démarche. Parce que la matière, en fait, sur laquelle on travaille, les risques, c'est vivant. Les risques sont vivants, l'entreprise aussi est vivante. L'entreprise, elle va se développer, elle va acheter des nouveaux actifs, elle va faire des fusions-acquisitions, elle va se développer des nouveaux marchés, monter des nouveaux pays.
tout ça évolue, et puis on voit bien aussi que le portefeuille de risque, le contexte dans lequel l'entreprise évolue, bouge entre le Covid, la crise en Ukraine, les tensions à Taïwan, les effets géopolitiques. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Les tensions sur la supply chain, tout ça fait que l'analyse que vous avez faite il y a 6 mois, elle est assez vite obsolète et vous devez la mettre à jour, peut-être pas de manière continue, mais de manière assez fréquente. Donc il faut suivre l'évolution des risques, l'évolution du contexte et voir si votre analyse, vos constats, les mesures de réduction que vous avez mis en place et de financement au travers notamment de l'assurance sont toujours valables. Donc tout ça, c'est un vrai processus itératif et continu. Et puis, il se passe ce qui se passe toujours dans la vie, le système, même s'il est bien conçu, il y a toujours des problèmes. Il va y avoir des sinistres, des réclamations, des incendies, des explosions. Il va se passer un certain nombre de choses qu'il va falloir identifier, qualifier et puis gérer au mieux des possibilités de l'entreprise au travers différentes méthodes et notamment des actions de gestion de crise pour intervenir le plus vite possible à chaud pour aider à diminuer les enjeux. Et donc tout ça conduit après à avoir une base qui permet de faire du retour d'expérience pour améliorer le processus dans son ensemble et le processus, les méthodes, le niveau d'acculturation des gens à tout ce mode de fonctionnement. Donc c'est vraiment une boucle itérative. Le principe est assez simple et ensuite il faut finalement, pour arriver à le mettre en œuvre, quand on est au sein d'une équipe risk management dans l'entreprise, il faut faire des partenariats, des alliances stratégiques un petit peu en interne avec différentes autres fonctions de l'entreprise qui ont la connaissance, la légitimité et l'expertise que vous n'avez pas sur certains sujets. Et avec ces gens-là, vous allez discuter sur les risques liés à la supply chain, les risques liés aux ressources humaines, les risques liés au transit et au transport de marchandises, etc., etc. Et l'objectif derrière tout ça, il est pluriel. Là, je l'ai résumé d'une manière un peu abrupte, de manière uniquement financière. L'objectif, c'est de réduire le coût total du risque pour l'entreprise. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est le sous-produit ultime. Il y a d'autres étapes qu'on va essayer de traiter. Une fois qu'on a fait ça, finalement, on contribue à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Parce que finalement, on lui permet, de manière un peu plus objectivée, d'aller sur des activités un peu plus risquées, sans forcément augmenter le niveau de risque global du portefeuille d'activité de l'entreprise. Et on sécurise le fait, on augmente le niveau de sécurisation de l'atteinte des objectifs. L'entreprise va être plus résiliente, parce qu'elle est mieux préparée à la survenance d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'est vrai pour tous les types de risques, que ce soit des risques de petits, de faible intensité, ou des risques majeurs qui sont l'objet de votre journée. La démarche est la même, c'est la complexité de l'analyse et la nature des expertises à s'indiquer autour de la problématique qui va probablement différer. Dans cette démarche, on a bien vu l'assurance, c'est pas au milieu, mais c'est quelque part au sein du processus. On ne peut pas parler d'assurance avant d'avoir parlé d'identification du risque, de prévention du risque, de réduction du risque. Sinon, le système ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, au sein d'une entreprise, il faut vraiment avoir une stratégie, une dynamique de gestion du risque qui repositionne l'assurance dans cette chaîne de traitement, d'identification et de traitement au bon niveau, pour que le système entier soit efficace et porte ses fruits, et surtout soit pérenne dans le temps. Si c'est mal positionné, la pérennité même du système est remise en cause, et notamment dans les contextes de marché tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont finalement plus compliqués qu'il y a quelques années. Et donc l'assurance, c'est pas neutre, c'est un vrai sujet dans le processus. Comment on voit ça en termes de financement des risques dans l'entreprise ? Donc j'ai choisi, mais l'AMREI, on utilise souvent ce graphique-là que j'ai un peu customisé. On le présente sous forme d'une fusée, en fait. Donc le financement, il est forcément pluriel. Ça commence par les franchises. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de... La franchise, c'est la part de risque que mon opération, j'ai une usine en Chine qui brûle. La franchise va être financée par les opérations chinoises, l'entité opérationnelle qui porte l'usine qui a brûlé. Ensuite, donc ça, on symbolise la fréquence. Donc les risques sont de fréquences différentes, soit fréquence forte, soit fréquence moins forte, et l'impact va être inversé dans mon graphique. Donc les franchises, elles ont vocation à couvrir les risques de fréquence forte
et de fréquence importante et d'impact faible. Ensuite, si on est un grand groupe, comme mon employeur, donc Sonepar, mais ce n'est pas le seul, on peut avoir des modalités complémentaires d'augmentation, on va dire, de la franchise au travers de ce qu'on appelle une rétention captivée, donc une captive d'assurance ou de réassurance, voire les deux pour certains groupes. J'ai mis des pointillés parce que tous les groupes n'en ont pas, ça suppose un effet de taille encore pour certains, mais c'est devenu de plus en plus populaire. Donc tout ça reste un financement interne à l'entreprise avec, pour la captive, des modalités assurantielles. Donc il y a un paiement de prime et puis il y a une déclaration de sinistre et un paiement des sinistres par l'assureur en échange de la prime, c'est de l'assurance et ça rentre dans la modélisation globale. Ensuite, on attaque le transfert au marché, donc le transfert au marché de l'assurance, au marché de la réassurance commerciale. Et la plupart des risques auxquels une entreprise va devoir faire face vont être financés par tous ces mécanismes-là, ces trois-là. Donc la poche locale, la poche un peu plus globale agrégée au travers de la captive, si tant est qu'il en existe une, et ensuite le transfert au marché. Et dans certains cas, on peut avoir des espèces de boosters. Donc on commence à avoir l'assurance paramétrique qu'on peut utiliser et également des transferts alternatifs de risques qui ne sont pas forcément encore très déployés dans les entreprises, mais dans les grands groupes, notamment l'assurance paramétrique, commence à être utilisée de plus en plus. Et pour des groupes qui ont des risques qui ne sont pas transférables au marché, le transfert alternatif est déjà utilisé depuis pas mal d'années. Mais c'est moins, à mon sens, du moins de ce qu'on voit au sein de l'AMRE, c'est quand même moins fréquent. Et ensuite, pour les risques vraiment catastrophiques et très peu fréquents, mais d'impact vraiment conséquent, la Covid, les conséquences d'un blackout cyber, si tant est qu'il y en ait un jour. On fait également appel à l'État parce qu'on a des risques qui dépassent la capacité de tous les acteurs. Moi, en tant qu'acteur individuel, avec la partie bleue, les franchises et ma rétention captivée, si j'en ai une, le marché de l'assurance, et dans ce cas-là, l'État va intervenir. Donc c'est vraiment une fusée où tous les étages vont potentiellement être impactés par des risques majeurs et ou des risques systémiques, ça dépend de la définition que vous leur donnez. Tout ça, c'est bien beau, mais pour que ça fonctionne, il faut du carburant. Et le carburant, ça va être quoi? Ça va être la prévention. Donc s'il n'y a pas d'activité de prévention, si on n'a pas en interne des entreprises fait ce travail d'identification, d'évaluation, de réduction du risque, et qu'on le maintient dans le temps, qu'on le maintient en conditions opérationnelles, le système ne pourra pas fonctionner. Ce sera défectueux. Il y a deux autres paramètres qu'on ajoute, qui sont tout ce qui est gestion de crise et continuité d'activité. Les entreprises ne sont pas encore forcément assez préparées, à mon sens du moins, à gérer des crises. Donc, il y a différentes modalités, il y a la continuité d'activité, il y a la gestion de crise. Tout ça, c'est des plans, c'est des concepts qu'on va définir, mettre en œuvre dans l'entreprise, déployer, formaliser. On va aussi s'entraîner pour que le jour où quelque chose se passe, une situation qui nécessite un déclenchement de crise se passe, on soit capable d'identifier cette situation rapidement, de déclencher les modes de réaction avec les bonnes expertises pour faire en sorte que l'événement perturbateur soit le moins impactant possible et le moins long, que la durée de la perturbation soit la moins longue possible. Donc ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important parce que finalement, si on s'est préparé, même si on s'est préparé à autre chose que ce qui, in fine, va survenir, on a l'avantage d'avoir créé des réflexes entre les gens, d'avoir ouvert un peu les esprits, et le jour où il va se passer vraiment quelque chose, en conditions réelles, on aura un avantage. On va réagir plus vite, on va être plus efficace, les actions vont se synchroniser de manière beaucoup plus efficiente que si on n'a pas fait cette préparation. Donc l'idée derrière tout ça, c'est pas d'avoir un guide qui fait plusieurs centaines de pages qui regroupe toutes les solutions, c'est d'avoir plutôt une espèce de boîte de Lego avec des briques de solutions qu'on peut assembler, que l'équipe de crise qu'on va constituer en fonction de la crise qui survient va pouvoir assembler pour gérer cette crise au mieux, associer les décideurs de l'entreprise au bon moment pour pouvoir réagir. Et ça, c'est très vrai, réagir dans la bonne temporalité. Et cette temporalité, dans certaines crises, et notamment les crises cyber, c'est en heures qu'on la compte, c'est pas en jours. Donc, et souvent, les crises cyber, ça intervient par exemple le week-end, la veille de Noël, à des moments où les hackers considèrent que vous êtes moins vigilant. Et donc, il faut être capable de mobiliser. Et si vous n'êtes pas capable de mobiliser, finalement, l'ampleur de votre crise va enfler mécaniquement. Donc, c'est le deuxième paramètre qu'il faut ajouter. Alors, je ne l'ai pas mis dans le carburant parce que ce n'était pas forcément pertinent, mais ça permet de maintenir la trajectoire. C'est plus un guide.
Et le dernier paramètre, c'est ce fameux retour d'expérience. Dans la vie d'une entreprise, qui plus est, plus elle est grosse, plus elle va avoir potentiellement de moments dans sa vie où il va y avoir des parties du processus qui vont être défectueux. Il faut faire ce retour d'expérience, notamment dans la gestion de crise Covid, notamment dans des gestions de crise cyber ou dans des gestions de crises liées à la supply chain. Il y a plein d'enseignements à prendre, des retours d'expérience, de l'analyse de la sinistralité, de l'analyse des causes, pour justement travailler, optimiser notre mode de fonctionnement et éviter que certains faits, certains incidents se reproduisent de manière identique, et permettre également de nourrir le processus de gestion de crise. Donc tout ça est une boucle d'amélioration continue, un processus d'amélioration continue qu'il faut mettre en œuvre dans l'entreprise. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que finalement, si on regarde les entreprises dans lesquelles il y a des risk managers, on est des petites équipes. Donc, si on prend l'exemple de mon employeur, donc Sonepar, on est une entreprise présente dans 40 pays, on est 45 000, l'équipe risk management, c'est 3 personnes. Donc, c'est illusoire de penser qu'une équipe de 3 gère les risques d'un groupe de 26 milliards dans 40 pays avec 45 000 personnes. On ne le fait clairement pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? Nous, on s'interface avec des relais dans les différents pays qui, eux, vont porter tous ces principes avec des méthodes, avec des outils, avec un certain nombre de processus, de partenaires avec qui on travaille dans le champ opérationnel pour faire en sorte que tout ça, tous ces principes fonctionnent et permettent de réduire le niveau de risque à un niveau supportable et de pouvoir garantir ça auprès de nos parties prenantes, notamment les assureurs. Et ensuite, ce qu'on fait, nous, en centrale, en plus de cette activité-là, et du reporting qu'on fait autour de tout ça, on met en place des programmes d'assurance groupe qui vont sécuriser l'exposition du groupe et qui vont nous permettre aussi de garantir au management et aux actionnaires que s'il se passe quelque chose, on va pouvoir finalement utiliser les 3 premiers étages de cette fusée de manière efficace, la plus efficace possible, et qu'on aura on aura bien dimensionné le programme d'assurance, on aura acheté la capacité qu'il faut, on aura acheté les garanties qu'il faut, et on sera capable de mettre en œuvre cette promesse qu'on fait à froid. Quand il n'y a pas de sinistre, on achète un contrat d'assurance, il est super, et puis le jour où il y a un sinistre, c'est là où c'est l'épreuve du feu. Il faut arriver, pour nous, acheteurs d'assurance, à exercer la garantie et à aller mobiliser les différentes garanties qui sont autour de tout ça. Donc c'est cette équation qui est compliquée, parce que finalement, on se retrouve avec plein de freins qu'il va falloir lever. Il y a le frein de la distance. Nous, on est à Paris, les autres sont dans les 40 pays. Il y a le frein de la culture. Moi, je parle d'un risque. J'ai une certaine définition en tête. J'ai une certaine idée aussi de la gestion de ce risque-là. Mais est-ce que mon collègue dans la supply chain au Brésil, en Australie, en Chine ou au Japon a la même idée, a la même compréhension? C'est pas sûr. D'autant plus que le groupe dans lequel je travaille est un groupe qui a fortement grossi par croissance externe. Donc, il y a encore des cultures différentes de gens qui étaient, avant d'être Sonepar, qui étaient Cooper, qui étaient Lawrence Hanson, etc. Donc chacun a gardé ses teintures dans un groupe décentralisé. Ça complique encore les choses. Donc il faut prendre en compte tout ça quand on est en charge de la gestion des risques dans les modalités d'organisation du sujet dans l'entreprise. Et puis de plus en plus, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est organiser de la production de contenu. Que la gestion des risques, c'est finalement permettre à d'autres de décider de faire ou de ne pas faire, de faire comme ci ou de faire comme ça, sur la base d'éléments les plus objectifs possibles. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve à être producteur de contenu sur des sujets géopolitiques, sur des sujets sanitaires, sur des sujets macroéconomiques. Et donc, on agrège du contenu auquel on ajoute notre propre analyse sur des scénarios d'évolution, des analyses de contexte sur nos marchés, nos géographies, et qu'est-ce qu'on peut discerner de tout ça. On le fait par exemple en lien avec la crise, avec la guerre en Ukraine, on l'a fait quotidiennement, puis de manière hebdomadaire, puis maintenant de manière mensuelle sur la gestion du Covid, en essayant justement d'avoir une visibilité et de permettre de nourrir finalement les gens qui vont opérer cette gestion des risques dans le champ opérationnel, qui sont clairement pas l'équipe centrale en charge des risques. Donc voilà la complexité du système, et pour que cette fusée fonctionne, il faut avoir fait tout le reste. Si on n'a pas fait tout le reste,
ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera mal. En synthèse, avant de passer à l'échange, je pense qu'il y a 4 idées en fait, majeures à retenir. C'est qu'il y a une seule démarche de gestion des risques en entreprise qui s'applique sur des risques qui sont majeurs et sur tous les autres risques. Alors, on ne va pas les qualifier de mineurs, mais ceux qui ne sont pas majeurs, ça s'applique également. Ça s'applique également sur toutes les typologies de risques. On a une démarche à 360 degrés. Donc on traite des risques RH, des risques supply chain, des risques cyber, des risques juridiques, des risques environnementaux. Donc la démarche est unique, la méthode est unique. Et on essaye de la garder unique. Alors après, on peut faire des zooms et on a besoin d'actions un peu spécifiques, mais globalement, les principes fondamentaux sont uniques. Cette démarche dans l'entreprise, ce n'est pas juste mon affaire parce que moi, je suis responsable de la gestion des risques. C'est l'affaire de tout le monde à son niveau. Et ça, il faut également le faire passer, le marteler, et responsabiliser les gens et leur permettre après de discerner que sur certains sujets, ils ont effectivement besoin d'une expertise complémentaire qu'ils n'ont pas et leur donner la capacité de la trouver en interne, soit auprès de nous, directement, équipe Risk Management Centrale, soit auprès d'autres personnes dans l'organisation. Et ça, c'est très important aussi. Ça permet finalement de sécuriser que ce système va fonctionner dans le temps. La troisième idée, c'est qu'il y a un volume d'analyse assez conséquent à faire initialement et ensuite à maintenir, parce que tout ça évolue très vite. Donc les cycles de revue des évaluations, de revue des cartographies des risques sont à revoir très régulièrement, surtout dans les contextes un peu troublés qu'on vit aujourd'hui. Avant, on pouvait vivre par exemple avec des cartographies des risques qu'on mettait à jour tous les 2 ans. Aujourd'hui, en 2 ans, il se passe beaucoup de choses. Et si vous vous basez pour prendre des décisions sur votre analyse faite il y a 2 ans, il y a de grandes chances que votre décision, in fine, ne soit pas forcément la plus pertinente possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à organiser parce que c'est très lourd. C'est une organisation à mettre en place et à maintenir, des expertises à identifier et à mobiliser au bon moment, et des expertises internes et puis des expertises externes, dont les vôtres sur certains sujets. Donc c'est vraiment quelque chose de critique et qui prend de plus en plus d'importance dans l'activité du risk manager. Et le dernier point, c'est 2 points. C'est ne pas mésestimer la puissance de la préparation, donc la préparation à la gestion de crise, l'anticipation. Si on réfléchit maintenant à froid, sans œillère, à un certain nombre de sujets, on va pouvoir probablement mettre sur la table demain, assez rapidement, quelques éléments analytiques, quelques outils, quelques méthodes qui vont s'avérer utiles. Et qui vont s'avérer utiles pourquoi ? Pour finalement prévenir certains risques sur lesquels on a la main. Il y a un certain nombre de risques qui sont directement liés à l'activité de l'entreprise, à certains de ses choix. Ceux-là, on peut les gérer. On peut les anticiper, on peut les aggraver ou au contraire les minorer. Si on a, par exemple des décisions d'implantation de nouveaux sites industriels et si on fait une analyse amont sur l'exposition aux catastrophes naturelles, on va peut-être prendre une décision d'implantation qui ne va pas être tout à fait la même que celle qu'on aurait prise si on n'avait pas fait cette analyse-là. Et une fois qu'on a mis en place le site, on va vivre avec le site pendant 10, 20, 30 ans. Et donc c'est quelque chose qui se rattrape difficilement. Donc cette activité-là de prévention, il faut la marteler, il faut être un peu comme une tique auprès des différentes parties prenantes de l'entreprise pour leur rappeler qu'il y a une analyse non biaisée, sans œillère qu'il faut faire dans les différents projets et que les raccourcis qu'ils vont prendre font porter un risque à l'entreprise. Ce n'est pas forcément un message très facile à faire passer. Qui plus est, dans certaines cultures, ça peut être perçu comme une critique. Donc il faut le marteler, il faut s'interfacer avec les différentes personnes de l'entreprise, les différentes parties prenantes, et il faut aller au contact, il faut aller les voir, il faut discuter avec eux, il faut créer un climat de confiance. Ce n'est pas un sujet, cette efficacité de gestion des risques que j'essaie de décrire un petit peu, elle est très liée à la culture du risque qu'on a réussi à mettre en place. Et la culture, ce n'est pas quelque chose qui va se décréter. C'est quelque chose qui s'installe, qui s'arc-boute finalement sur les valeurs et la culture de l'entreprise, au-delà de la culture de gestion des risques. Et c'est un travail de long terme. Les évolutions qu'on peut faire sur cette culture, c'est des évolutions très graduelles qui vont prendre plusieurs années, 3, 4, 5 ans,
pour commencer à percoler et à porter leurs fruits. Donc il faut y aller par touches successives. C'est un peu impressionniste comme évolution, mais il ne faut pas baisser les bras parce que sur le long terme, c'est des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent vraiment et qui se retrouvent après dans les analyses d'efficacité économique que vous pouvez faire ou qu'on peut faire à notre niveau. Donc voilà les 4 idées que je voulais partager en synthèse. Donc moi aujourd'hui je suis dans un secteur qui est la distribution de B2B. J'ai préalablement travaillé chez Bureau Veritas, donc dans un secteur également dans les fonctions de gestion des risques, sur un secteur de test, d'inspection, de certification. Et antérieurement, j'étais aussi dans une équipe de risk management dans un secteur de services énergétiques, donc des utilities. Donc voilà, j'ai une expertise personnelle sur ces 3 secteurs. Si vous avez des questions sur ces 3 secteurs, je peux y répondre directement. Sinon, les échanges qu'on peut avoir, c'est plus des échanges sur les principes, sur la philosophie, on va dire, globale de la gestion des risques et sur les bénéfices qu'on peut en tirer. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette démarche intellectuelle qui est finalement à la portée de tous et qui est aussi l'affaire de tous, elle a de plus en plus de succès. Pourquoi ? Parce que finalement, elle ne coûte pas cher à mettre en œuvre et elle a plus de bénéfices qu'elle ne coûte. Et elle est à la portée de tous. Du coup, on a depuis quelques années une traction assez forte qui a été augmentée par la crise Covid, qui est aussi augmentée par la crise des commodités, de la supply chain, la guerre en Ukraine, et la hausse des catastrophes naturelles et le renchérissement et la complexité du transfert à l'assurance. Et donc, c'est une fonction qui se développe pas mal, qui est à l'interface finalement aujourd'hui de différents sujets. On a de plus en plus de contacts en tant que risk manager avec les équipes conformité, parce qu'il y a tout des sujets, on va dire, à la frontière de la conformité et de la gestion des risques, sur l'évaluation des tiers, sur les sujets de sanctions, d'export, d'export de contrôle, des choses comme ça. On a aussi un volet, donc ça se développe. On a un volet qui se développe aussi sur la cybersécurité. La gestion du risque cyber, c'est un vrai sujet, et le transfert du risque cyber le financement du risque cyber est un vrai sujet également. Et le 3e sujet qu'on voit monter aujourd'hui, c'est des sujets liés à la RSE. Donc les sujets RSE, dans la gestion du sujet, il y a toute une analyse de risque formalisée, à formaliser ou formalisée si elle a déjà été faite, avec des principes un peu particuliers qui sont assez proches, assez similaires aux principes qu'on peut mettre en place dans ce qu'on appelle les exercices de cartographie globale des risques. Et on a du coup un volume d'action finalement qui se met en œuvre sur ces 3 axes, conformité, cyber et RSE, au sein des entreprises, avec des actions de plus en plus fortes des risk managers et de leurs équipes. Donc c'est c'est un sujet en expansion, positionné. Il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas d'orthodoxie sur les positionnements. Il y a 2 types de positionnement, principalement, soit au sein des directions juridiques, soit au sein des directions financières. Direction juridique, secrétaire général ou direction financière. On vient de sortir il y a 2 semaines, si ça vous intéresse d'ailleurs, un baromètre de la fonction Risk Manager qui est disponible sur notre site, qui décrit justement l'évolution de la fonction, les différents profils, les adhérences qu'on peut avoir avec d'autres fonctions. Donc voilà, donc pour conclure, c'est une fonction qui est un peu dans l'air du temps, qui est liée à l'adaptation de l'entreprise à sa propre évolution et à l'évolution de son contexte étant quand même pas mal perturbé en ce moment. Et du coup, cette adaptation, elle est source d'opportunités, source de risques également, risques qu'il va falloir traiter, opportunités qu'il va falloir saisir. Et tout ça, ça s'inscrit dans l'activité quotidienne du risk manager au sein de son entreprise. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. J'imagine que vous avez peut-être des questions ou des interrogations ou des commentaires sur ce partage un peu elliptique du sujet de la gestion des risques en entreprise. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question au niveau de la gouvernance. Est-ce que c'est vous qui avez la main justement pour réduire ces risques ou vous devez faire passer ces risques à une instance plus stratégique qui va ensuite décider ou non de réduire les risques ? Alors, ça va dépendre de la magnitude du risque. Il y a certains risques où, pour le coup, on peut passer un petit peu en force. On a on va dire des moyens, une légitimité, un mandat
de la direction générale sur, par exemple, des sujets de prévention technique, des sujets de prévention contractuelle ou choses comme ça, qui ont été prédéfinis. Et donc, si effectivement, on a des matrices d'approbation dans l'entreprise qui décrivent un peu ce que les opérationnels locaux peuvent faire, ne pas faire tout seuls, et les opérations pour lesquelles ils doivent demander l'accord du groupe, et si oui, quelles fonctions au sein du groupe. Donc, on a quelques sujets qui sont formalisés comme ça, sur lesquels on peut bloquer ou inciter. Moi, à titre personnel, j'évite d'aller à ces affrontements-là parce qu'en fait, comme on est dans une fonction où on doit convaincre plus qu'imposer, si on impose trop, on casse un peu le climat de confiance qu'on instaure péniblement avec les différents opérationnels. Et du coup, la prochaine fois, on aura plus de difficultés. Donc on essaye de convaincre, de revenir, d'objectiver, d'échanger, de discuter, d'agiter effectivement un spectre un peu lointain, plus ou moins lointain, de CEO, CFO, etc., qui pourraient interagir, mais on évite on le garde en réserve, ce levier d'imposition pour des situations vraiment spécifiques. Et ces situations spécifiques, souvent, du coup, elles vont soit directement au comité exécutif, pour être adressés, soit en comité d'engagement, ça dépend des entreprises. Donc il y a souvent des entreprises qui ont des comités d'investissement ou des comités d'engagement pour certains projets qui relèvent de ces thématiques-là, qui vont décider sur la base de l'analyse et des éléments objectifs et d'une discussion qu'on aura pu fournir. Et les derniers, en fait, les sujets vraiment majeurs sont traités soit en comité stratégique, soit en comité des risques, d'audit et des risques, ça dépend comment on l'appelle. C'est ça les instances de gouvernance. L'instance ultime qui va regarder finalement ces sujets de risque, c'est le comité d'audit, comité des risques, comité d'audit et des risques selon les organisations. J'avais une petite question, si vous voulez bien. Merci pour votre exposé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur des indicateurs de l'efficacité de l'action qui ne coûte pas cher, mais qui demande beaucoup de temps et d'efforts, que tout le corps de l'entreprise, les directions et les équipes participent activement à la prévention? Quels sont les indicateurs? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? C'est pas facile, hein, effectivement, cette question des indicateurs, mais c'est une très, très bonne question, merci. En fait, je pense qu'on n'a pas forcément résolu l'intégralité de la problématique. On a trouvé, enfin, il y a un indicateur qu'on essaye de suivre, c'est ce qu'on appelle le coût total du risque, qui est finalement le précipité ultime du dysfonctionnement du système. On se dit on ne peut pas mesurer réellement l'efficacité, donc on va mesurer la non-qualité qui ressort du système. Et la non-qualité, c'est quoi? C'est ce fameux coût total du risque qui est composé usuellement, alors il y a différentes définitions, mais la plus commune quelque part, c'est je somme tout ce qui est franchise, donc le coût des franchises, donc le reste à charge de l'entreprise, le coût de mes primes, le coût du transfert, et également après mes coûts de gestion quelque part, les coûts de mes équipes, le coût de mes systèmes d'information, le coût de mes systèmes de modélisation, etc. Et tout ça, ça me fait mon coût total du risque que je vais rapporter à un autre indicateur financier, souvent la marge. Parce que finalement, la marge, c'est le résultat. Et plus la charge du coût total du risque augmente, moins ça fait de résultat. C'est du résultat qui part en fumée. Et donc, c'est ça qu'on arrive à mesurer. Le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai fait des tentatives sur d'autres sujets. On mesure des indicateurs de maturité et on définit finalement... donc, soit on mesure cet indicateur-là, qui est un indicateur finalement d'efficacité économique. On dit si ça baisse ou ça reste à un niveau soutenable, c'est que tout le reste doit fonctionner. Mais c'est pas direct comme relation. Donc ce qu'on mesure aussi, c'est qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on définit finalement une sorte de structure, de doctrine. On dit, voilà, dans mon groupe, on est organisé avec des régions. Ces régions sont elles-mêmes subdivisées en pays. On se dit que pour gérer les risques, il faut qu'il y ait des gens qui soient en charge de cette gestion des risques, quand même pour relayer les messages. Donc nous, on est 3 tout en haut. Il faut qu'on se démultiplie, et pour qu'on se démultiplie, il faut qu'on investisse des gens d'une mission sur la gestion des risques. Donc on dit, voilà,
on va formaliser en fait la structuration du déploiement de cette démarche. On dit il nous faut un risk manager ou une personne à temps plein ou à temps partiel selon la taille de l'entreprise, selon la taille de l'organisation ou plusieurs personnes, mais il faut quelqu'un qui soit en charge. Il faut que cette personne elle ait été formée. Il faut qu'on ait déployé la cartographie des risques. Il faut qu'on ait le suivi des plans d'action issus de la cartographie des risques en place. Il faut qu'on ait fait l'analyse des programmes d'assurance locaux et des programmes groupes et qu'on ait vérifié que la couverture qui est fournie est adéquate, est optimisée et qu'on utilise au maximum les programmes groupes et que ce qui reste souscrit localement, on est d'accord, enfin moi je suis d'accord pour que ça reste souscrit localement par exemple, qu'on ait un processus de gestion de crise formalisé, qu'on soit entraîné, etc. Donc on essaie de définir des paramètres auxquels on peut répondre par oui ou par non, ou par pas déployé, en cours de déploiement, déployé, enfin des paramètres objectifs à 2, 3, 4 critères de notation. Et ensuite, on fait un scoring de tout ça pour dire, mais voilà, il y a une forme de conformité de l'entité au principe édicté par le groupe. Donc la démarche, elle a été déployée, elle a été expliquée, les gens sont entraînés, il y a un fil de discussion au quotidien. Donc on est aligné. Ils sont alignés plutôt par rapport au principe du groupe. Et ensuite, on a cet indicateur financier qui vient compléter cet indicateur de maturité et qui dit, bah oui, finalement, quelque part, ça doit fonctionner parce qu'il n'y a pas de sinistre. S'il y a des sinistres, ils sont bien gérés, donc on arrive à baisser l'enjeu par la gestion de sinistres qu'on va déployer. Et on peut garantir qu'on a mesuré tous ces coûts-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coûts qui sont finalement cachés dans des comptes opérationnels. Donc on déploie aussi finalement une sorte d'hygiène financière qui dit, voilà, ces dysfonctionnements sont des hystérésis de l'activité normale. Ils doivent être traités à part. À part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit les identifier, les peser monétairement, les décrire, c'est-à-dire décrire qu'est-ce qui s'est passé, faire une analyse des causes, et tout ça doit être remonté, agrégé, et c'est ça finalement qui va constituer le coût du risque. Donc quand on dit franchise, c'est tout ce qui est franchise, non garantie, exclusion, donc tout ce qu'on finance tout seul, y compris, alors après il faut fixer un seuil, on ne va pas forcément dans cette analyse s'intéresser à la pure non-qualité, c'est-à-dire si on avait pu faire l'action en 2 heures plutôt que 5 heures, ça aujourd'hui c'est plus des actions vues par la qualité. Mais par la gestion des risques, c'est vraiment les dysfonctionnements qu'on va traquer, les sinistres, les incidents, les presque incidents, mais qu'on arrive à peser, à monétiser, et on agrège tout ça dans cet indicateur qu'on rapporte à la marge. Voilà. Donc ça, c'est pas en place partout. Hein. On n'a pas fait de sondage au sein des adhérents de l'AMRE. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est en place dans entre 15 et 30% des organisations les plus matures, et les autres, pas encore. Parce que c'est un sacré travail hein, pour mettre en place tout ça. Mais quelque part, c'est aujourd'hui le meilleur indicateur qu'on a trouvé. Merci. Alors moi, j'avais plusieurs questions. Je veux bien que si vous pouvez remettre la fusée. Merci. Alors, d'abord, il y avait la question de... Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que franchise, il y avait aussi ce qui était non assuré, enfin, ce qui était choisi de ne pas être assuré, qui pourrait peut-être être en haut aussi. Parce que là, vous avez mis État en haut, et une de mes questions, c'était, mais vous supposez que l'État va couvrir ou vous savez que l'État va couvrir? Non, justement, on ne suppose pas que l'État va couvrir, mais quelque part, l'État, on l'a vu pour le Covid, c'est un peu l'assureur ultime de dernier recours sur des risques majeurs ou systémiques qui dépassent les capacités de financement de tous les autres. L'État, et notamment en France, jusqu'à présent, a quand même joué un rôle de, quelque part, assureur de dernier recours. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis, mais j'aurais dû le mettre en pointillé parce qu'il n'a pas vocation à jouer tous les 4 matins. Hein. Oui. Non, parce que si on fait la même chose dans la vision classique assurance, en fait, c'est les fonds propres qui jouent un peu ce rôle entre... Ouais, exactement, mais ces fonds propres, ils ne vont peut-être pas suffire. Voilà. Pour des risques majeurs, ils vont être épuisés, et du coup, à ce moment-là, soit l'entreprise disparaît, elle meurt, soit l'État se supplée à cette carence de fonds propres et vous aide à passer le trou d'air, et peut-être que vous allez pouvoir redémarrer, peut-être pas, mais c'est vrai que aussi pour les franchises, vous avez raison. Il y a donc tout ce qui est volontairement non garanti, qu'on a choisi de ne pas assurer, parce que finalement, on se dit le coût du transfert serait trop important, ou pas, économiquement, le transfert n'a pas d'intérêt, donc on le garde à notre charge.
Donc ça rentre aussi là-dedans. Donc franchise, non garantie volontaire, et puis les non garanties suite à application d'une exclusion. Vous avez un sinistre, il est éligible à une prise en charge par un contrat d'assurance. Vous faites une déclaration et puis finalement ça ne marche pas. Ça tombe dans un cas d'exclusion, vous n'avez pas gain de cause. Ça tombe là aussi, quoi. Alors j'avais une autre question qui était quel est le champ du coup que vous couvrez? Est-ce que les pensions and benefits, enfin les RH par exemple, c'est traditionnel, ça fait pas, non, ça fait pas partie. Traditionnellement, non, ça fait plutôt partie du champ des ressources humaines. Nous, ce qu'on couvre, nous, Risk Manager, ce qu'on couvre usuellement, c'est tout ce qui est IARDT, non-vie. Donc, les risques de responsabilité civile générale, professionnelle, produits, environnementale, mandataires sociaux. Globalement, voilà, enfin, il y a tout ce qui est construction, risque de construction, tout risque chantier montage essai, l'assurance dommage aux biens, pertes financières consécutives, le cyber, l'assurance véhicule, l'assurance automobile, des risques un peu spéciaux, donc les kidnappings et rançonnages, l'assurance des déplacements professionnels. Ça, c'est le champ traditionnel, terrain de jeu traditionnel des risk managers. Mais depuis quelques années, et notamment dans le monde anglo-saxon, mais ça arrive maintenant en France, le risk manager intervient aussi sur tout ce qui est employee benefits. Pas forcément en tant que responsable direct, mais en partenariat avec le Compenben ou le RH. Pourquoi ? Parce que finalement, le risk manager, sur tout ce qui est non-vie, historiquement, il a poussé une démarche de centralisation de l'achat d'assurance. Donc, par exemple, pour Sonepar, mais c'est vrai pour plein d'autres groupes, nous, on achète notre assurance en France, on achète un contrat qu'ensuite on va déployer dans le monde avec un mix de police master, donc la police principale en France pour nous, de police de fronting, donc des polices locales intégrées au programme d'assurance globale émise par la filiale locale de l'assureur avec qui on travaille en France. Et donc on a globalisé le budget d'achat, globalisé les conditions d'achat, donc on a un seul contrat avec différentes modalités de livraison de la garantie aux entités locales, et tout ça contribue à la sécurisation du groupe. Donc on a des partenaires centraux, un ou plusieurs courtiers, mais centraux. On travaille, en fait, notre schéma, c'est on aligne 3 réseaux. Notre propre réseau, donc l'équipe centrale et nos correspondants locaux dans les différents pays, un courtier central et ses bureaux locaux dans les différents pays dans lesquels on est présent, et un assureur master central, pour nous parisiens souvent, ça peut être aussi à Londres, mais c'est souvent parisien, et la filiale locale de l'assureur dans les pays où on a besoin qu'il émette une garantie locale. Et ça, finalement, ce schéma fonctionne plutôt pas mal. Il nous permet du coup d'avoir un volume d'achat plus important, et éventuellement, si on a une captive, de réassurance en l'occurrence, de brancher la captive sur ces programmes pour générer une optimisation complémentaire. Force est de constater que souvent, au niveau ressources humaines, ils n'ont pas fait une démarche équivalente. L'achat d'assurance sur tout ce qui est maladie, retraite, etc., employés bénéfices au sens large, est souvent morcelé localement. Donc le risk manager apporte cette vision un peu globalisatrice. On essaie de constituer des pools. Donc le RH reste le décideur c'est pas moi qui vais décider quel niveau de bénéfice on va mettre pour tel et tel pays, telle et telle problématique. Par contre, moi, je vais fournir une ingénierie. Ça reste des assureurs, ça reste des courtiers qui sont impliqués, et on va fournir une ingénierie d'organisation pour globaliser finalement autant que faire se peut le sujet, et ensuite, si ça a un intérêt économique, voir si par exemple la captive de réassurance peut apporter une optimisation complémentaire pour permettre de financer du well-being, de financer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une tendance qui commence à arriver. Il y a quelques groupes français aujourd'hui qui sont assez en pointe là-dessus. Il y a des groupes étrangers, Nestlé, Coca-Cola ou autres, DHL, qui le font de manière historique depuis plus de 20 ans. Mais en France, ça arrive depuis 5-6 ans, quoi. Et c'est en train de monter avec aussi la montée des préoccupations RSE, de la duty of care, donc des obligations de l'employeur envers ses employés. C'est des choses qui permettent de graduellement homogénéiser et augmenter les niveaux de bénéfices dans les différents pays. Donc ça, c'est en expansion là-dessus. Ouais. J'ai encore le micro, alors j'en profite.
Et alors, donc là, c'était sur les risques RH, mais du coup, sur les risques vraiment métiers, genre je fabrique des avions et est-ce que je passe à l'hydrogène, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité. Donc ça, dans quelle mesure ça rentre dans le champ de la carte des risques Alors ça rentre tout à fait dans le champ de la cartographie des risques. Après, ça dépend des entreprises. Il y a plusieurs activités. Il y a la cartographie des risques. C'est un exercice finalement qu'on va mettre à jour régulièrement, une fois par an, une fois tous les 2 ans, qui implique plein de monde. C'est pas la méthode la plus usuelle de réalisation d'une cartographie des risques, c'est de faire des entretiens. Donc du coup, une équipe de risk manager fait des entretiens avec des gens qui sont des sachants d'un périmètre géographique, qui sont des sachants d'un périmètre fonctionnel ou technique. Et donc, au travers de ces entretiens, on propose des risques, on discute de risques, on en écarte certains, on en retient certains, on les pèse en termes de fréquence, d'impact, de niveau de maîtrise, on les décrit et on décrit aussi les plans d'action. Donc c'est un exercice collaboratif, mais qui est une pesée à dire d'experts. On demande l'avis des gens, on demande votre avis au moment où on parle. Donc peut-être qu'on vous aurait demandé votre avis il y a 6 mois sur la guerre en Ukraine, il aurait été différent. Aujourd'hui, vous avez cet avis et dans 6 mois, vous en aurez un autre. C'est bien normal. Et donc c'est ça qu'on essaie de capter, c'est une sorte la cartographie, c'est une sorte de thermomètre sur la perception du management et d'un certain nombre d'experts internes à l'entreprise sur des risques, des dispositifs de gestion, des perspectives, des trajectoires et des tendances. On voit donc des risques, la face négative du risque, mais on voit aussi des opportunités qui se dessinent, plus ou moins en creux selon les méthodes de cartographie. Mais pour des projets, comme vous l'évoquiez, donc est-ce qu'on passe, on est, je sais pas, Airbus, aujourd'hui on fait voler des avions au kérosène, demain on voudrait les faire voler à l'hydrogène, j'en sais rien, on va faire une analyse plus spécifique sur ce projet-là, vraiment en mettant en place une équipe qui va permettre de mener à bien l'analyse, et cette analyse va conduire à faire l'activité ou pas. Par exemple, nous, on a un processus. Chez Sonepar, c'est moins vrai parce qu'on a une seule activité. Mais dans le passé, par exemple, quand je travaillais chez Bureau Veritas, donc Bureau Veritas, c'est une entreprise qui fait des tests, de l'inspection et de la certification, et qui finalement passe sa vie. Son modèle, c'est d'engager sa responsabilité à chaque contrat. Un revenu assez faible par contrat, un engagement de responsabilité très fort. Et du coup, ce qu'on vendait, c'est une expertise et un service. Et donc, il y a certaines actions, certains sujets qui sont plus risqués que d'autres. Si par exemple, et donc on avait développé une matrice d'analyse des nouvelles activités. Typiquement, vous êtes un développeur d'affaires aux États-Unis, vous avez identifié une activité potentielle à développement fort qui est de certifier des feux d'artifice chinois pour les importer aux États-Unis en vue du 4 juillet. Bon, ok, très bien, ça paraît intéressant. Vous avez fait votre business plan et tout. Il y a c'est un relais de croissance magnifique. Du coup, pour faire cette activité-là, vous n'avez pas le droit de le faire. Pour le faire, vous devez remplir une grille d'analyse qui va permettre de formaliser un certain nombre de paramètres, d'écrire tout ça, et vous devez soumettre cette grille avec un certain nombre d'éléments objectifs, votre business plan, votre analyse du contexte, etc., à un comité de revue d'offres ou de revue de nouvelles activités en l'occurrence, qui va se positionner là-dessus. Et finalement, on va peser tous ces éléments-là, on va discuter avec vous, et au final, on va voir si réellement c'est une opportunité qui vaut la peine d'être courue ou pas. Et donc il y a différentes modalités dans les entreprises, mais cette modalité est souvent là, de pouvoir finalement un peu dépayser l'analyse et d'avoir plusieurs paires d'yeux qui vont regarder le volet juridique, le volet alignement par rapport à la stratégie de l'entreprise, le volet technique, le volet financier, et donc tous ces gens-là se réunissent sur la base des éléments objectifs, et au final, il y a une décision qui est prise par ce comité d'aller ou pas sur cette activité-là, ou de demander un complément d'information. Donc il y a une vraie... Mais là, c'est plus quotidien, en fait, que l'activité de cartographie des risques, qui est une activité récurrente, qui implique beaucoup de monde, avec une méthode spécifique, et qui, elle, pour le coup, est à 360 degrés. Donc qui va regarder tous les types d'activités de l'entreprise, qui va regarder aussi les risques externes, qui va regarder des risques très court terme, moyen et long terme. Donc ce n'est pas forcément approprié pour identifier valider la sélection des opportunités, à mon sens.
Alors, si, encore la dernière, il y a d'autres questions. Non, c'était sur le risque cyber. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire est-ce que ça se fait des exercices de crise, enfin Oui. Alors, le risque cyber, c'est un risque particulier. Hein. Donc oui, il y a un intérêt à faire des exercices cyber. Oui, pas mal d'entreprises en font, et de plus en plus. C'est la même logique que ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est plus vous êtes préparé, plus il y a de chances que ça se passe bien le jour où il y a une vraie crise, même si vous êtes préparé à autre chose. Les entreprises qui se sont bien préparées à la crue centenale en Ile-de-France ont mieux réagi à la crise Covid, parce qu'elles avaient un pli intellectuel, une maturité, des outils qui leur ont permis de mieux réagir. C'est vrai aussi pour le cyber. Si vous vous préparez pas, si vous n'avez pas formalisé un processus de gestion de crise, un processus de continuité d'activité, de reprise d'activité, le jour où il va se passer quelque chose, vous allez perdre du temps. Et ce temps, il va être jamais rattrapable, parce que dans une crise cyber, c'est vraiment en heures. Moi, j'en ai vécu plusieurs. Je peux vous dire que c'est rarement planifié. C'est souvent le 15 août, la veille de Noël, le 14 juillet. Vous êtes tranquille, pas au bureau, personne n'est au bureau. Et là, votre téléphone sonne et il y a tel pays qui est sous attaque de ransomware et on a dû, et ça se passe la nuit aussi, bien évidemment. Et du coup, on a la personne en charge de l'informatique, a pris la décision d'arrêter tous les systèmes d'information pour éviter la propagation parce qu'ils sont face à quelque chose qui les déborde. Donc du coup, là, si vous n'avez pas préorganisé les choses, vous allez perdre un temps fou. Votre informatique ne marche plus. Alors peut-être que la mienne, moi qui suis à Paris au siège, dans un groupe décentralisé, l'informatique est morcelée, donc mon informatique à moi peut fonctionner et celle du pays peut ne pas. Donc déjà, vous allez perdre extrêmement beaucoup de temps à organiser la communication entre vous et les équipes locales, entre les équipes locales. Tout le monde va basculer sur son téléphone privé, etc. Il y a des numéros qui vont manquer. Donc ce temps-là, il n'est pas rattrapable. Ensuite, il faut avoir une analyse assez rapide de la situation pour définir est-ce que les mesures qu'on a prises jusqu'à présent sont bonnes ou est-ce qu'elles ont au contraire contribué à aggraver la situation. Et dans tous les cas de figure, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme mesures complémentaires. Et ça, souvent, vos équipes informatiques locales, elles sont démunies, donc il va falloir, parce qu'elles n'en ont jamais vu de situations comme ça, donc il va falloir qu'elles aient un support, un supplément d'expertise en gestion de crise, pour dire voilà, on va s'organiser comme ça, on va mettre en place quelque chose comme ça, on a réfléchi en amont, donc on va faire ceci, cela, et d'expertise technique, parce qu'il va falloir enquêter, remonter un peu la piste pour dire mais effectivement c'est l'attaquant est rentré on pense qu'il est rentré par là à telle date, il est là depuis X temps, il a fait ci, il a fait ça, donc tout ça va conditionner la chaîne de réaction. Et tout ça, ces services de secours d'urgence, finalement, si vous les avez préorganisés, c'est pareil, vous allez être capable de les mobiliser beaucoup plus vite. Et si vous les mobilisez, et la garantie d'assurance cyber que les entreprises souscrivent, en général, elle a deux volets. Elle a un volet réponse à incident, et un volet je finance tout ça, quoi. La réponse à l'incident et les conséquences juridiques, en perte d'exploitation, etc. Et donc dans ce cas-là, si vous avez organisé tout ça, que vous êtes un peu entraîné, que les circuits de communication et les rôles sont clairement définis, en 20 minutes, vous êtes capable d'avoir monté votre cellule de crise, d'avoir les bons experts dans la cellule de crise et de commencer vraiment à traiter le problème. Et donc, et là, vous avez deux chemins, à mon avis. Soit la mobilisation conduit à une levée de doute. Les équipes locales ont fait une analyse, elles ont déjà fait un certain nombre de choses, elles ont remédié en totalité ou en partie à la situation. Et du coup, l'expertise apportée complémentaire va permettre de lever le doute, de dire ok, vous avez tout bien fait, il n'y a plus de sujet où il n'y avait pas de sujet, ou alors il manque des choses et il faut aller plus loin. Et s'il faut aller plus loin, après on passe en gestion de crise plus long terme, qui peuvent en plus durer assez longtemps. Il y a des gestions de crise cyber dont la durée se compte en mois, pour arriver à une restauration totale de l'activité. Donc on ne parle même pas de la gestion du dossier sinistre volet assurantiel, mais de redémarrer l'intégralité des services informatiques qui ont été interrompus ou impactés, ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Donc en fonction de votre degré de préparation, de votre infrastructure informatique, de ce qui se passe, etc., vous pouvez arriver à réduire l'interruption à quelques heures, quelques jours, ou au contraire faire face à plusieurs mois. Et donc on s'entraîne pour ça, on essaye de processer aussi les choses, de s'outiller.
parce qu'on voit bien, aujourd'hui, tout est digitalisé, donc la communication, notamment en situation de crise, elle doit pouvoir se faire de manière fluide. Et si vous vous reposez uniquement sur votre système informatique, ce jour-là, il ne sera peut-être pas disponible. Donc vous n'allez pas pouvoir utiliser votre Teams, votre Zoom, etc. WhatsApp, c'est pas suffisant non plus, ou Signal ou autre, ça ne marchera pas forcément. Donc il vous faut une plateforme de communication et de gestion de crise indépendante de votre système informatique. Donc tout ça se préorganise, on s'entraîne, on fait aussi souvent venir l'assureur à ces entraînements. Déjà, on le prévient, parce qu'en général, c'est un peu comme quand on s'entraîne à la prévention incendie, il peut se passer quelque chose, le truc peut nous échapper. Là, quand on s'entraîne, on appelle l'assureur avant, il dit on va s'entraîner tel jour, on va jouer tel scénario pour éviter qu'il y ait un affolement généralisé dans la communauté assurantielle qui nous couvre. Et après, on fait un retour d'expérience de cet essai, de ce test, pour voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, et ce qu'il faut qu'on améliore, qu'on optimise, qu'on change. Et c'est très vrai pour le cyber. Et ça mobilise plusieurs personnes, parce que dans une crise cyber, vous avez des gens qui sont mobilisés sur le volet informatique, ça c'est sûr. Informatique avec même un pluriel, parce qu'il y a le volet purement cybersécurité, le volet informatique de gestion, le volet informatique de production, etc. Il y a les équipes de risk management, il y a des juristes spécialisés aussi en données personnelles, parce qu'il faut assez vite aussi pouvoir savoir si oui ou non il y a une compromission potentielle de données personnelles, et si oui ou non il faut notifier le régulateur, les personnes concernées ou pas. Il y a des spécialistes de communication, parce que il va falloir communiquer auprès des employés, auprès des clients, auprès des parties prenantes. Est-ce qu'on a aussi la stratégie informatique des groupes a changé? Avant, on avait beaucoup de choses en interne. Maintenant, quasiment tout est à l'extérieur. On se repose sur des systèmes faits par des tiers. Donc, on peut aussi avoir une crise chez nous qui est liée à un rebond d'une crise chez un tiers. Un fournisseur de systèmes d'information ou un partenaire ou un prestataire qui a un problème informatique qui nous affecte aussi et qui n'est pas ricoché, on est bloqué. Donc ça peut aller assez loin en termes d'équipe à mobiliser, et ça peut aussi finalement aller assez loin en termes de conséquences, parce qu'on voit aujourd'hui une montée des volumes de vente. La digitalisation dans les entreprises, elle se déploie encore plus qu'avant. Et du coup, une perturbation de ces processus-là, ça peut avoir des effets dévastateurs. Il y a deux types de conséquences, en fait. Il y a les conséquences qu'on appelle first party, donc les conséquences sur moi-même en tant qu'entreprise. Donc mon activité est perturbée, je vais avoir des pertes d'exploitation, et plus ça va, plus, par exemple, pour Sonepar, nous on est un distributeur de matériel électrique à des professionnels. Bon, dit comme ça, on n'a pas l'air spécialement affecté par le risque cyber. Mais en fait, si on fait 26 milliards de chiffre d'affaires, dont 30% en ligne. 30% en ligne par deux biais, des EDI, donc des interfaces avec des systèmes de clients. Ça, c'est pour les gros clients. Bouygues, Eiffage, Vinci, ils achètent chez nous, et les ordres d'achat, on les reçoit par ces systèmes. Et le reste, c'est par des applications. Donc le petit électricien, il commande là maintenant, ce soir, pour être livré demain matin, pour intervenir chez vous et refaire l'électricité de votre cuisine demain matin. Et demain matin, on le livre. Donc c'est comme Amazon. Il commande jusqu'à 21h ce soir. Demain matin, 6h30, pied de chantier, il a son disjoncteur, ses prises, son câble, et il peut faire l'activité qu'il a prévu de faire chez vous. Et il commande aujourd'hui pour demain. Si on n'est pas capable de le livrer demain, il va aller chez un de nos concurrents, qui lui sera capable. Donc c'est des ventes qu'on ne rattrape pas si jamais notre système informatique n'est pas disponible. Et le système informatique, ce n'est pas uniquement le système d'achat, le système de vente en ligne, l'application. L'application, après, elle est interfacée avec plein d'autres systèmes, et notamment des centres logistiques automatisés. Et donc ces centres logistiques automatisés, ils nous permettent, comme à Amazon, de tenir la promesse qu'on a fait au client de lui livrer demain un pied de chantier, 6h30, les quantités en termes de qualité, etc., qu'il a demandé. Si on a une perturbation du système informatique, tout ce qui est dans l'automate, on ne peut plus y accéder. Donc les marchandises, on les a, mais on ne peut pas rentrer dans l'automate pour aller prendre à la main la marchandise et l'envoyer au petit électricien. Donc on ne peut pas livrer. On ne peut pas réceptionner non plus les commandes les commandes que nous-mêmes avons fait à nos fournisseurs, et on ne peut pas facturer. Donc ça veut dire que vous avez l'activité d'un pays, d'une région, autour d'un centre logistique qui s'arrête net tant
que l'informatique n'est pas fonctionnelle, soit parce qu'elle s'est arrêtée, parce qu'elle a été compromise, soit parce qu'on a décidé de l'arrêter préventivement pour éviter une compromission plus importante. Donc on peut fonctionner un laps de temps très court avant d'être totalement arrêté. Et donc là, le compteur des pertes, il commence à s'affoler, parce que 26,4 milliards de chiffre d'affaires, 30% en ligne, le calcul, il est assez vite fait. Et quand on rapporte ça au volume de garantie assurance cyber qu'on peut acheter, on a vite épuisé la franchise, la rétention captivée, le transfert marché. Et au-dessus, là, pour le coup, il n'y a pas l'État. Il n'y a personne d'autre. Et donc là, on arrive au fonds propre. Donc tout ça milite effectivement pour qu'on ait fait tout ce qu'il y a en bas. Des actions de prévention très fortes. Donc là, on a un push, si on regarde l'exemple de Sonepar, on a un push très fort de la direction générale sur une roadmap cyber qu'on a lancée il y a 3 ans qui vise à nous permettre d'augmenter très très fortement notre maturité cyber, et c'est suivi au mois le mois avec un reporting au comité d'audit et à la direction générale. On travaille la gestion de crise. Donc c'est un binôme direction des risques, direction de la cybersécurité qui structure cette gestion de crise spécifique cyber, et on s'entraîne. Et on fait un retour d'expérience qu'on partage avec nos assureurs. Chaque fois qu'il y a un incident, alors ce n'est pas forcément des incidents très perturbateurs, mais il y a des tentatives tous les jours, il y a de temps en temps des choses qui traversent, plus ou moins graves, qu'on traite, et à chaque fois, on fait une analyse causale, on prend des mesures, on améliore nos processus, et on partage tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, on fait une table ronde avec nos assureurs, où on partage ce qui nous est arrivé, les progrès de notre roadmap, les incidents, les quasi-incidents, parce que c'est des choses qui, en les partageant, permettent d'avoir un dialogue nourri avec l'assureur et de bénéficier de son expertise, parce qu'il n'y a pas que nous comme assurés, il y en a plein d'autres. Et donc du coup, il nous partage également son expérience qu'on intègre dans notre propre processus. Donc sur le cyber, c'est vraiment particulier, et c'est une gestion de crise qui doit être renforcée en permanence. Il faut qu'on s'arrête, François. Ok. C'est passionnant, mais Avec on plaisir. est juste un petit peu... On refera une intervention d'Amrae. Merci en tout cas. Bonne soirée.